Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lab Quark. Aujourd'hui, on s'attaque à l'actualité brûlante du monde de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur en France. Entre le sommet pour l'action sur l'IA, les nouvelles alliances stratégiques et la transformation numérique des apprentissages, le secteur est en pleine ébullition. Pour décrypter ces changements majeurs, j'ai l'honneur de recevoir Oriane Ledroit, déléguée générale d'EdTech France. Bonjour Oriane. Bonjour. L'association qui fédère et représente l'écosystème de la EdTech française, une structure qui accompagne notamment le marché de la formation professionnelle, pesant 32 milliards d'euros en France, et qui est en première ligne face à la révolution de l'IA. Oriane, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant tout, je te propose de plonger dans l'univers d'EdTech France. Cette association est de plus en plus connue, de plus en plus influente dans le secteur. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement quel est votre rôle et comment est-ce que vous êtes organisé ? Absolument, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Donc EdTech France, c'est l'association de la filière EdTech française, qui rassemble les entreprises françaises qui utilisent les technologies pour l'éducation et la formation. On a plus de 400 entreprises aujourd'hui en France. La filière est un peu plus grosse que ça. C'est la première filière dans l'Union européenne. Donc c'est une fierté française que d'avoir autant d'entreprises et une vitalité entrepreneuriale aussi forte sur ce sujet-là. En termes d'adhérents ? En termes d'entreprises qui créent des solutions pour l'éducation et la formation. Notre ambition, c'est de mettre le meilleur de la tech française dans les mains des enseignants, des formateurs, des apprenants de tous âges et de tous horizons. Parce que, en fait, on le sait, on croit beaucoup dans la puissance de ce que les EdTech inventent et déploient pour la réussite éducative, la mobilité géographique, la productivité, la souveraineté aussi. L'égalité des chances. Et donc notre rôle, il est double. Il est de porter la voix de la filière auprès des pouvoirs publics, auprès des grandes entreprises, dans le débat public également. Et puis de soutenir l'activité des entreprises de la EdTech en leur apportant de l'expertise, en leur apportant de la visibilité, en leur apportant des rencontres avec des experts, en délivrant une offre de services qui soutient leur croissance et leurs activités. D'accord. Et donc, tu disais un petit peu plus de 400 adhérents. Et EdTech France existe depuis combien de temps ? Depuis plus de 6 ans. Depuis plus de 6 ans, ok. Et donc, si on essaie de trouver 2-3 actions concrètes qu'EdTech France a menées dernièrement, qui ont eu des résultats probants, est-ce que tu en as en Alors, tête ? c'est une bonne question. On est très attaché à avoir de la valeur dans nos activités. Ouais. On soutient la visibilité des EdTech dans les salons majeurs, qu'ils soient en France ou à l'étranger, de cette filière, parce que ce sont des espaces, des endroits, des moments où les EdTech peuvent rencontrer des utilisateurs, des clients potentiels ou des clients actuels également, et donc valoriser leurs solutions, leurs innovations, leur capacité à répondre à des besoins. Donc ça, c'est important. C'est Learning Technology en janvier dernier. Ce sera bientôt e-Learning Expo en mars. Ce sont aussi d'autres salons à l'étranger. Par exemple, sur l'enseignement scolaire et supérieur, on a un grand salon à Londres qui s'appelle le BET, auquel on participe et auquel on emmène, on soutient, on accompagne une délégation française. Donc ça, c'est vraiment des temps forts, sont vraiment des temps forts de l'action de la filière. On a aussi un certain nombre de rencontres qui sont organisées entre les adhérents et qui sont pour nous importantes parce qu'en fait, on sait très bien que des entrepreneurs, ils apprennent entre pairs, que l'expérience d'un entrepreneur ou d'une entrepreneuse est très utile à d'autres. Donc ces temps de networking sont également très importants. Et puis peut-être on y reviendra, mais on a beaucoup travaillé récemment sur les questions d'IA. Il y avait le sommet sur l'action pour l'IA. On y a porté une initiative majeure. Le sommet c'est un sommet diplomatique, donc c'est compliqué, c'est porté par l'Élysée, c'est des choses qui sont un peu au-dessus de nous et pour lesquelles c'est pas facile d'aller chercher de la visibilité. On a considéré que c'était important de faire comprendre à ceux qui portaient ce sommet-là que faire un sommet sur l'IA en 2025 sans parler d'éducation, c'était pas possible et que nous, on était le bon interlocuteur pour justement porter cette question de l'éducation sur les enjeux et dans les enjeux de l'IA. Ce qui est justement hyper surprenant parce qu'on est censé en parler plus tard, mais je l'aborde tout de suite.
on n'avait que des géants, que ce soit en termes étatiques, diplomatiques ou en termes d'entreprises qui étaient présents. Comment est-ce que EdTech France a pu se faire une place pour prendre la parole et pour parler à ces gens? Alors, on a un petit réseau. Non, moi, j'ai 15 ans d'expérience dans les politiques publiques, donc je connais les gens qui sont en situation de prendre des décisions et de porter ce type de sommet. Je connais aussi les modalités par lesquelles on peut organiser ce type d'événement. Et donc, on joue des coudes, on défend la filière, on donne à voir qu'on a des choses à valoriser. Et en fait, c'est quand même des espaces où finalement, en tout cas, c'était porté par la France. La France avait un intérêt à donner à voir la vitalité entrepreneuriale qui existe sur son territoire et notamment sur les sujets d'impact, puisque c'était vraiment la colonne vertébrale de ce sommet, c'était de dire les précédents sommets étaient plutôt des sommets défensifs, c'est-à-dire l'IA, il y a des risques, il faut faire attention, il faut de la régulation, etc. Là, le positionnement du sommet, c'était plutôt un positionnement offensif de l'IA apporte des solutions, l'IA apporte des opportunités et a de l'impact, des impacts concrets dans la vie des gens. Et donc, en fait, nous, on s'est saisi de cette question-là et on a donné à voir le fait que la filière, c'est 400 entreprises, c'est 15 000 emplois, c'est 1,6 milliard de chiffre d'affaires, c'est des formateurs, des enseignants, des élèves, des apprenants, des étudiants qui utilisent au quotidien. Et donc, partant de cette réalité, on a réussi à convaincre que oui, l'éducation avait sa place au sommet. C'est génial. Je te propose parce qu'on va en reparler juste après, mais donc je te propose de faire un petit format qui s'appelle le vrai faux qu'on aime beaucoup chez Quark. Donc, je te donne une affirmation et tu me dis juste si pour toi elle est vraie ou fausse. Et si tu veux justifier, on peut aussi. Donc, la première, c'est l'IA est désormais incontournable dans le développement des solutions de formation professionnelle. Si tu n'as pas d'IA dans ton offre en 2025, tu peux fermer boutique. C'est une bonne. C'est pas facile de répondre de manière binaire. Je crois pas que ce soit le cas. Je dirais faux. Faux. D'accord. Je crois pas parce que j'ai pas une vision technosolutionniste, c'est-à-dire que je ne pense pas que toute technologie est bonne à prendre ou qu'il faut absolument prendre cette technologie parce que... technologie résout tout. Voilà. Et je crois que même si c'est une tendance, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'organismes de formation, de plateformes et même d'entreprises qui accompagnent le développement pédagogique, qui s'en saisissent, je ne crois pas que ce soit... je crois pas que ce soit une obligation. Je pense que ça doit être mis à des fins pédagogiques ou à des fins d'un projet pédagogique. Et donc, voilà. Après, ce qui est sûr, c'est que ça a une puissance inédite, que ça permet de faire des choses qu'on ne savait pas faire autrement, que ça permet de gagner aussi en interne dans les organisations en productivité. Après, est-ce que c'est un outil concrètement dans la formation à mettre en œuvre? Je crois que charge à ceux qui la font, la formation, et moi, c'est pas mon métier. Chacun son métier. Voilà, que de choisir. Ok. Seconde affirmation, les établissements d'enseignement supérieur français sont complètement à la traîne comparés à leurs homologues américains ou asiatiques en matière d'adoption technologique. Je dirais faux. Je ne crois pas qu'on soit devant. Je ne crois pas qu'il faille idéaliser non plus nos concurrents ou d'autres pays. Je crois qu'on vit tous à un moment où se posent des questions, où l'enseignement dans sa globalité, les apprentissages dans sa globalité sont bouleversés, sont questionnés. Et que tout ça crée à la fois des frottements, des difficultés, des complexités, mais aussi des opportunités. Et donc, on essaye de faire, qu'il y a une vraie volonté des institutions, des établissements que de faire. Certains sont plus en avance que d'autres, mais comme dans plein de cas ou dans plein dans plein de moments de l'histoire. Voilà. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un double enjeu. Il y a un enjeu à mettre à disposition les bonnes technologies, les bonnes solutions technologiques.
et, parce que ça ne suffit pas, à créer le cadre d'appropriation qui fait que ces technologies vont être vraiment au service des apprentissages et à la finalité éducative de ces établissements-là. Et donc, sans ces deux axes, angles de travail, si on fait que l'un, que la technologie, je pense qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on pourra créer des réticences, qu'on créera aussi des fractures, qu'on laissera sans doute de côté des enseignants ou des formateurs qui sont réfractaires, etc. Donc, ce ne sera pas satisfaisant. Par contre, évidemment, si on n'apporte pas déjà le meilleur de la technologie et qu'on fait de l'appropriation, ça n'a pas de sens. Donc je pense qu'il y a vraiment ces deux enjeux-là à mener de front. À prendre en compte. OK. L'un des défis majeurs de l'IA est de personnaliser l'apprentissage tout en le massifiant ou le démocratisant. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose en plus que je défends vraiment. On l'a pris dans une de tes interviews. Ouais. En fait, le défi majeur de l'apprentissage, c'est le fait de personnaliser. C'est-à-dire que toi, tu as des compétences qui sont différentes des miennes. Si on veut se former au même métier, en fait, il ne faut pas qu'on puisse partir du même niveau ou même avoir le même parcours pédagogique parce que tu vas apprendre des choses mieux que moi et d'autres... L'adaptative learning, voilà. Notamment. Et donc, je crois vraiment que cette question de la personnalisation, c'est le Graal. Et qu'on ne savait pas faire, ou en tout cas pas de manière massive, sans l'IA. Et le massif parce qu'en fait, le défi des compétences, le défi de l'éducation, c'est un défi majeur qui touche tout le monde, quel que soit notre âge. Et voilà, le sujet, c'est bien de la formation tout au long de la vie. C'est pas parce qu'on a eu un diplôme ou au contraire qu'on n'en a pas eu quand on était jeune qu'on ne peut pas prétendre à se former, évoluer dans sa carrière, accéder à d'autres métiers parce que ça nous intéresse, à s'épanouir dans son travail, etc. Et la formation vraiment tout au long de la vie, c'est un socle, c'est le socle, je crois, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui fait face à des transitions, que ce soit des transitions technologiques, mais aussi énergétiques ou des enjeux de faire autrement les métiers. Donc le côté massification est indispensable et la personnalisation est vraiment rendue possible par l'IA. Un formateur face à 30 profils hétérogènes d'apprentissage ne peut pas faire sans outils d'IA cette différenciation-là. D'accord. Donc la fracture numérique est le problème numéro 1 qui empêche la démocratisation des EdTech en France. Alors, pour le coup, je connais bien les enjeux de fracture numérique parce que c'est le sujet sur lequel j'ai travaillé précédemment. Quand on parle de fracture numérique, on parle d'un accès à des équipements, d'un accès à une connexion et de compétences. Si on prend que la question des compétences, c'est vrai qu'on a tendance à penser que les formateurs, notamment parce qu'il peut y avoir un différentiel d'âge, sont moins à l'aise ou seraient moins à l'aise que des apprenants, et notamment ceux qui sont plus jeunes. C'est une réalité, mais c'est une réalité qui est tellement simplifiée qu'elle nous emmène à parfois à comprendre ou à anticiper des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Par exemple, on sait que des usages numériques des jeunes sont surtout liés à l'éducation et aux catégories socio-professionnelles auxquelles ces jeunes appartiennent, plus qu'à leur jeunesse. Donc en fait, c'est, pour pas citer le sociologue français qui a le plus théorisé ces sujets-là, c'est Bourdieu. C'est en fait, il y a des fractures qui sont liées aux familles dans lesquelles on vit. Si on est issu d'une famille qui a une capacité à nous faire appréhender l'outil technologique, à nous faire avoir un usage maîtrisé, responsable, réflexif, c'est-à-dire on sait que il faut faire attention, on sait ce que c'est qu'un algorithme, on sait ce que c'est que la recherche d'une source d'information, etc. Là, en fait, on est capable, on utilise des technologies correctement. Si on est dans une famille qui nous laisse un petit peu nous débrouiller, en fait, on va avoir tendance à avoir des usages plus récréatifs, plus classiques, et donc moins poussés. Et donc, en fait, la différence d'âge entre le formateur et l'apprenant, oui, dans une certaine mesure, mais pas tout le temps, pas partout. Et la vraie fracture est plus dans l'éducation au numérique qu'on a eue, par sa famille, par son école, par d'autres biais, que simplement l'âge. Que simplement l'âge. D'accord. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait résoudre ça ? Il y a un enjeu majeur de formation des formateurs, des enseignants, etc. Parce qu'en effet, ils ne peuvent pas se saisir de ces outils pédagogiques s'ils n'en connaissent ni les forces,
ni les modalités et qui ne peuvent pas les appréhender et les dangers, et qui ne peuvent pas surtout les intégrer à leur pratique pédagogique, parce que ce sont eux les experts de la pédagogie. Mais en fait, là où on pêche, parce qu'on ne comprend pas suffisamment ce problème-là, c'est sur la question justement de l'éducation au numérique. Moi, je suis convaincue depuis des années, et je me suis battue très fortement sur ce sujet pendant des années, qu'on doit, à l'école, mais aussi ailleurs, créer des temps, des espaces, des lieux où on peut apprendre à utiliser correctement, à comprendre ce que c'est qu'un outil numérique, ce qu'il y a derrière, comment fonctionne la machine, quel est son impact environnemental aussi, etc. Ça, c'est les enjeux d'inclusion numérique, d'éducation au numérique, de littératie numérique. Et donc, en fait, je considère que l'école a un rôle majeur à jouer, et elle ne le joue pas aujourd'hui, que les autres espaces et les autres établissements d'éducation après l'école aussi, et c'est pareil, c'est rarement le cas. Et que plus tard, les entreprises, pour leurs salariés et leurs employés, et toutes les autres organisations ont ce rôle à jouer aussi de proposer des cours, des formations. Des formations continues. Voilà, exactement. Et on est vraiment à la ramasse là-dessus. En France ou... En France, surtout parce qu'on a une vision d'ingénieur. Ouais. On pense que déployer des outils et des réseaux suffisent à développer des usages. Or, si on n'a pas les compétences, on ne développe pas des usages. Donc, ou alors, on développe des usages récréatifs ou faciles, etc., mais pas des usages professionnels construits, responsables, maîtrisés, critiques, tout ça. D'accord. Alors, justement, il y a eu un événement majeur pour l'IA en France, le sommet pour l'action sur l'IA, il y a quelques semaines. Et il me semble qu'EdTech France était aux premières loges, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui, in fine, du coup, s'est vraiment passé au-delà des communications qu'on a pu voir? Tu es passé sur France Info aussi, sur pas mal de médias. Mais qu'est-ce qui, concrètement, va changer? Quelles sont les opportunités pour le secteur EdTech ou le secteur de la formation? Alors, donc déjà, ça a été un sommet qui nous a permis de visibiliser, de rendre visible, de valoriser la filière, parce que c'est une filière qui est encore peu connue, voire méconnue. Et nous, c'est important pour nous que de vous valoriser, que de valoriser les EdTech, parce que ça peut éveiller les consciences, que ça peut générer un certain nombre d'intérêts, etc. Donc ça, c'est le premier livrable un peu concret qui a été réalisé. Et ensuite, on a travaillé avec des universités françaises, 15 universités, avec le soutien du secrétariat général pour l'investissement, donc c'est un organisme placé auprès du Premier ministre, pour livrer sur le thème de l'IA au service des apprentissages, un certain nombre d'outils, d'initiatives assez concrètes, justement pour mettre les IA au service de l'apprentissage. Alors je le disais tout à l'heure, les IA ce sont des outils, des technologies qui peuvent être disponibles, mais pour nous il y a des conditions d'appropriation, des conditions qui sont exigées ou qui sont requises pour que ces technologies servent les apprentissages. Et donc on a réfléchi sur quelles étaient ces conditions et produit 3 livrables concrets. Le dernier étant un peu plus en travail encore, mais je détaillerai. Donc le premier, c'est une infrastructure d'IA générative qui est dédiée à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire qu'un prof d'une université qui veut faire une recherche dans un outil d'IA générative type le chat ou type ChatGPT va soumettre un document ou faire une recherche sur toute la base de données de connaissances auquel a accès le chat ou ChatGPT. Il ne va pas juste chercher dans un environnement de données qui est disponible pour l'usage d'enseignement supérieur. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est créer cet environnement-là de données qui est dédié à des usages d'enseignement supérieur et qui sécurise d'une certaine manière le fait qu'un enseignant d'une université cherche ou utilise une IA générative à des fins éducatives et d'apprentissage. Donc c'est ça, c'est un RAG, c'est un outil technologique qui permet d'accéder à une base de données sanctuarisée pour l'enjeu d'enseignement supérieur pour des enseignants, des chercheurs ou des étudiants de ces universités-là. Qui a été créé par EdTech France ? Qui a été créé par l'université de Rennes, l'université de Rennes, et qui a été valorisé et déployé, et qui est à disposition de toute université qui souhaite l'utiliser.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment avoir des infrastructures dont les règles algorithmiques et les données utilisées sont dédiées à des fins d'apprentissage pour éviter qu'on ait des hallucinations, qu'on ait accès à des données qui n'ont rien à voir avec l'apprentissage et pour sécuriser les pratiques d'IA générative dans l'apprentissage. Deuxième sujet, le cadre d'usage, c'est-à-dire faire en sorte que les étudiants et les enseignants soient sécurisés quand ils utilisent des IA génératives, à la fois sécurisés pour leurs propres pratiques, mais aussi pour, quand on est enseignant, les pratiques des étudiants. 4 principes de ce cadre. Un cadre d'usage, c'est comme une charte qui dit moi étudiant, moi enseignant, j'utilise l'IA générative pour faire ça, avec ces limites-là et ces opportunités-là. Et donc, pour ce cadre-là, on se base sur plusieurs principes. La curiosité, parce qu'on pense que c'est important de s'approprier ces technologies et d'aller les tester, voilà. Parce que quand on est étudiant, on peut avoir un intérêt intellectuel, on peut avoir aussi un intérêt à des fins professionnelles à terme que de savoir les utiliser, etc. La question de la parcimonie, on n'utilise pas pour tout le temps, etc., y compris parce que c'est un impact environnemental et donc on doit le conscientiser, on doit se l'approprier. Les précautions, on ne met pas n'importe quel document, thèse, réflexion, travail personnel, etc. dans une IA générative, notamment celles qui ne sont justement pas conçues à des fins, pédagogiques. Et la confiance, qui est le dernier principe et qui se base sur le fait de la transparence, en fait, la confiance par la transparence, de dire si on utilise ces outils-là, pourquoi, comment, que ce soit l'enseignant qui va utiliser pour préparer son cours ou pour, je sais pas, faire un exercice, et l'étudiant qui va peut-être s'aider aussi dans la réponse à telle ou telle question, etc., de documenter ce qui est fait à partir d'IA générative et ce qui ne l'est pas fait, pour créer de la confiance autour de la transparence. Donc ça, c'est le deuxième outil. Et ça, c'est pareil, ça a été développé par plusieurs universités avec notre soutien, avec le soutien d'un certain nombre de EdTech, pour que ce soit aussi cohérent avec les usages que les étudiants et les enseignants ont des EdTech. Et ça, c'est disponible, ça peut être utilisé par toutes les universités qui le souhaitent. Et troisième initiative, c'est la question de l'évaluation de l'utilité. Il y a un vrai sujet autour de à quoi ça sert, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que si c'est utile, c'est un sentiment d'utilité ou c'est vraiment une efficacité, est-ce que c'est gadget, voilà, exactement, est-ce que c'est gadget ou au contraire, est-ce que ça a un vrai impact. Et donc là, alors c'est une réflexion qui est lancée, initiée, qui sera plus longue à concrétiser ou à délivrer parce que ça fait appel à de la recherche scientifique, ça fait appel à des compétences très transverses et très larges, etc. Mais on a initié un premier travail qui rassemble des chercheurs, avec des laboratoires notamment qui sont justement experts sur les questions d'évaluation. Chercheurs universitaires ou... Chercheurs universitaires, oui. Des institutions donc, qui contribuent à la EdTech, au déploiement du numérique éducatif, des technologies dans l'éducation, des EdTech, et puis d'autres parties prenantes de l'écosystème, par exemple des investisseurs, etc., pour qu'on se mette d'accord ensemble sur ce qu'on veut mesurer, comment on veut le mesurer, pourquoi on veut le mesurer, que ce ne soit pas aussi quelque chose qui soit un prétexte, une forme de barrière à l'entrée pour les EdTech, mais que ce soit vraiment mis au service de la confiance dans ces outils-là, qu'on puisse s'accorder sur ces outils qui sont fiables, comment ils sont fiables, pourquoi ils sont fiables et quelle efficacité ça a dans l'apprentissage. Et donc on a livré on a livré les 2 premiers et on est en train d'initier une démarche collective sur le 3e, parce qu'on pense que ça fait partie des conditions d'appropriation des technologies. Et on a discuté avec Mistral. Donc Mistral, c'est l'entreprise française qui fait des LLM. C'était un de mes sujets. Vous avez annoncé justement... Non, mais au contraire, vous avez annoncé un partenariat, une collaboration. Une alliance. Une alliance même, entre Mistral et EdTech France. Qu'est-ce que ça va permettre concrètement? Est-ce que c'est une mise à disposition de leur modèle pour tous les adhérents EdTech France? Est-ce que c'est des expérimentations de cas d'usage? Comment est-ce que ça fonctionne? Et au-delà de ça même, pourquoi du coup avec Mistral? Est-ce que c'est parce que c'est notre licorne d'IA française ou est-ce qu'il y a aussi d'autres raisons sous-jacentes?
qui vous ont fait faire ce choix? Alors, l'Alliance, elle a été annoncée avec des universités. Donc, il y a 15 universités françaises qui ont signé un partenariat avec EdTech France, mais pas au titre d'EdTech France, au titre de ce qu'elle représente, c'est-à-dire la filière EdTech, et Mistral, considérant que c'est dans cette alliance-là qu'elles allaient être capables justement de se saisir correctement des technologies d'IA et de les mettre au profit, à disposition des enseignants, chercheurs, étudiants et de leurs équipes administratives. Les universités, on le disait tout à l'heure, elles font face, elles ont conscience qu'il y a des choses qui évoluent, qui sont bouleversées par l'IA, mais elles ne savent pas forcément trop comment prendre le sujet, ou en tout cas pas de manière très homogène et harmonisée. Donc elles ont un intérêt à travailler ensemble avec nous et avec Mistral pour essayer d'imaginer les cas d'usage où les IA sont vraiment attendues et répondent vraiment à un besoin. Donc c'est l'objet de cette alliance, c'est de définir dans une collaboration très étroite et très approfondie entre ces trois parties, là où on peut apporter des réponses et de faire collaborer EdTech et Mistral justement sur la production de ces réponses. Sur quelle modalité, c'est encore à définir. Il y a des endroits sans doute où Mistral sera par sa technologie indépendant de la capacité à délivrer des réponses. Et il y a sans doute beaucoup plus d'endroits, d'espaces, de cas d'usage sur lesquels, en fait, ce seront les EdTech, parce que les EdTech apportent des réponses métiers très précises, très spécifiques. Et Mistral, en tant qu'acteur industriel, qui, comme vous le disiez, est une licorne et donc doit déployer très massivement, en fait, ne va pas descendre dans ce niveau de métier. Et donc va plutôt s'appuyer ou appuyer les EdTech pour y répondre. Donc en cours, et on en saura plus prochainement, et l'idée c'est vraiment que ça bénéficie à l'écosystème de la EdTech française. Et pourquoi Mistral ? Parce qu'en fait aujourd'hui, les acteurs de la EdTech sont quand même des acteurs qui sont soit sur des sujets d'intérêt général, la question des compétences en premier, soit partenaires ou opérateurs de politique publique, donc en lien avec l'État, et qu'en fait, pour venir des politiques publiques, pour avoir été au ministère de l'économie pendant 5 ans, je crois qu'on a un intérêt à se rapprocher de ces opérateurs-là, parce qu'à un moment donné, il y aura à minima une plus-value à être proche d'eux, à maxima des contraintes à l'être. Donc c'est anticiper cette tendance-là et essayer de... Voilà. Et peut-être un dernier sujet là-dessus, il y a aussi un intérêt de Mistral de se rapprocher des EdTech, parce qu'en fait, nous EdTech, les EdTech notamment, sur tout le niveau éducatif, éducatif scolaire, éducatif supérieur et formation, vous avez des cas d'usage, des compréhensions, des datasets, des bases de données, des jeux de données, pardon, en langue française, qui sont aussi d'une grande valeur pour un Mistral qui veut être le leader, voilà, pour être le leader de l'IA générative, du modèle de langage de la langue française. Donc il y a vraiment un intérêt convergent et je crois un peu un sens de l'histoire que d'aller vers ces rapprochements-là. Après, ça n'empêche évidemment au EdTech de travailler avec d'autres modèles, avec d'autres solutions, voire même à être agnostique des solutions, c'est-à-dire à travailler avec toutes. Et à choisir celles qui sont les plus performantes en fonction des besoins, parce qu'aujourd'hui, Mistral, c'est pas forcément la solution la plus performante sur plein de cas d'usage. Donc voilà. Mais l'idée, c'est quand même se rapprocher, parce qu'il y a un intérêt commun et je crois une démarche quand même à avoir en tête de souveraineté autour des solutions technologiques. Oui. Et je te propose de parler justement d'éthique et de réglementation de l'IA dans l'éducation. On a souvent entendu cette phrase que les États-Unis innovent, que la Chine copie et que l'Europe régule, exactement. On a une première pierre posée pour l'édifice qui va être la réglementation de l'IA, qui est l'AI Act. Est-ce qu'on a besoin de plus réglementer cette partie-là ? Est-ce qu'il faut au contraire laisser libre cours à toutes les entreprises qui utilisent de l'IA pour maximiser l'innovation ? Est-ce que EdTech France, est-ce que toi, tu as une position ou un avis là-dessus sur la réglementation et l'IA ?
Moi, je pense que la régulation qui est issue de l'IA Act est satisfaisante. Ouais. Je ne crois pas qu'on puisse vivre dans un monde non régulé, notamment quand on traite des questions d'éducation et de données éducatives. Donc nous, on sera à la fois vigilant à ce que ce soit, que ça reste en l'état et que ce soit bien mis en œuvre par les entreprises de la filière. Et voilà, et dans les discussions, s'il y a d'autres discussions qui s'ouvrent à l'échelle européenne. Mais aujourd'hui, je ne crois pas que l'IA Act bride l'innovation. C'est plutôt une façon de créer un cadre de confiance. Et je crois que vraiment, sur les questions éducatives, on a besoin d'avoir la confiance des utilisateurs. Donc, c'est un bon cadre. Il n'y a pas besoin de plus. En tout cas, pas à ma connaissance. Déjà, faisons en sorte d'être en adéquation avec l'IA Act, qui se met en place progressivement. Et après, la régulation, elle évolue avec les technologies qui évoluent, leur puissance. Donc, ça évoluera. Mais pour l'instant, je pense que c'est un bon cadre. Génial. Eh bien, écoute, je te propose de conclure. On arrive à la fin de l'épisode. Si tu as un message et un seul à faire passer à l'ensemble de l'écosystème de la formation en France ou d'EdTech en France, quel serait-il ? Ah, c'est pas le même. Non, mais moi, je suis convaincue que le défi des compétences, c'est le défi qu'on a face à nous, qui est un des défis majeurs pour la France et pour l'Europe. Et que pour relever ce défi, en fait, il faut avoir une pluralité de solutions qui correspondent à des intérêts, à des situations personnelles, à des volontés, des envies, des métiers qui sont très diversifiés. Donc je crois qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour des organismes qui font de la formation très traditionnelle. Il y a des places pour que les EdTech aussi conquièrent leurs utilisateurs et elles le font. Et il y a de la place pour que les deux aussi s'outillent, que les organismes de formation traditionnels s'appuient sur des EdTech pour moderniser leur capacité à faire, pour développer des nouvelles façons de faire, etc. Donc voilà, que notre appareil de formation soit le plus diversifié et c'est comme ça qu'il sera robuste et qu'il sera performant et c'est comme ça qu'on fera face au défi des compétences. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'on s'appuie sur les forces qui sont les nôtres, EdTech d'un côté, avec la puissance notamment de l'IA, mais pas que, et qui répond aujourd'hui déjà beaucoup à des besoins et à des attentes. Il y a énormément d'apprenants qui veulent se former comme ça, et c'est très bien. Et c'est de se rapprocher d'autres acteurs plus traditionnels pour essayer de leur permettre d'évoluer aussi et de moderniser. Enfin, moderniser, c'est un peu condescendant, mais d'innover, d'améliorer leur capacité à répondre à des besoins de formation. Génial. Eh ben, un grand merci. Oriane, d'être venue nous voir et à très vite dans tous les cas. Merci.